Haute couture, un podcast de Chanel. Vous êtes prête ? Ouais. J'ai cru que j'étais en retard, je suis venue en taxi, il y a beaucoup d'embouteillages. Ouais. Et en fait, j'étais quand même 7 minutes en avance sur notre rendez-vous. Ouais, donc je me sens très à l'aise. Le luxe, c'est ce qui ne se voit pas, avait coutume de dire Gabrielle Chanel, qui toute sa vie n'a fait que de la haute couture. Un premier atelier à Biarritz en 1915, et puis c'est l'acquisition en 1918 du 31 rue Cambon. Un siècle plus tard, c'est toujours ici, en plein cœur de Paris, que la haute couture est conçue et réalisée avec minutie par des couturières dans ses ateliers. Vocation historique de Chanel, la haute couture, c'est le temps long de la création, un espace de liberté et d'imagination sans limite. Pour en parler et pour comprendre l'émotion particulière qu'elle suscite, la façon également dont elle résonne avec la créativité, Chanel a imaginé ses conversations sur mesure. Et pour son premier épisode, Chanel a lancé, en marge du défilé Haute Couture Automne-Hiver 2023-2024, une invitation à une amie intime de la maison, Vanessa Paradis. Chanteuse, actrice, icône française, sa trajectoire et son allure se mêlent avec celle de Chanel depuis le début des années 90, depuis la première fois, comme elle nous le raconte, qu'elle est entrée rue Cambon. Je ne sais pas si c'était la première fois, parce que j'ai commencé à travailler avec la maison Chanel, j'avais 18 ans. Et donc j'ai dû venir pour des premiers essayages. Mais en tout cas, je me souviens, la première fois que je suis rentrée dans le studio de Karl Lagerfeld, il y avait toute cette magnificence, cette audace, cette intelligence, et puis toute son équipe autour de lui, c'était fou. Et puis moi, je connaissais rien à la mode. Je sortais tout doucement de l'adolescence et je travaillais déjà depuis 4 ans. Mais j'étais habillée totalement de fripe, quoi, sans arrêt. J'ai dû arriver ici avec un jean complètement déchiré, ce qui n'a choqué personne, et puis ce qui est franchement a été une mode, quoi. Et puis, mais c'est ça qui est extraordinaire avec cette maison, c'est que effectivement on m'a choisi alors que j'étais pas du tout quelqu'un qui pouvait représenter la mode. On m'a choisi parce que je représentais la musique et puis la jeunesse, une certaine jeunesse de la musique. Moi, ça m'impressionnait, vraiment, ça m'impressionnait beaucoup. Quand on arrive ici, ce qui est incroyable, c'est que c'est comme aller visiter un château. Il y a ce grand escalier quand on arrive. Il y a ce grand escalier, c'est-à-dire que tout est resté intact. Gabrielle Chanel, elle est arrivée ici, je crois, en 1918, parce que d'abord elle était à Deauville, à Biarritz, tout ça, et elle a commencé par avoir un numéro ici dans la rue Cambon, puis elle en a quand même très vite acheté 3-4 autres, et que l'escalier, les miroirs, les salons, son appartement au-dessus, tout ça est encore là. Et alors là, comment dire, j'ai toujours aimé rentrer dans les endroits qui ont des centaines d'années d'histoire et de sentir la vie qui est passée, les pas des autres qui sont passés ici, leur mode de vie. Ça me remplit complètement. C'est pas que ça m'émerveille, voilà. Et ici, on a ça quand on vient ici. Vous parliez de Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel, elle n'a fait que de la haute couture toute sa vie. En fait, effectivement, elle a créé ses premiers ateliers à Biarritz en 1915 et puis ici, dès 1918. Vous, ici où on se trouve, c'est vrai que c'est impressionnant. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez porté de la haute couture ? Oui, je crois que la première fois, c'est une robe qui a été dessinée par Karl Lagerfeld. Absolument sublime, une robe blanche, toute brodée de... C'est en 2004, ouais. Voilà, en 2004, même si j'ai travaillé avec eux bien avant, mais que c'était peut-être beaucoup plus du prêt-à-porter que j'ai porté. Et ça, c'est cette robe blanche, c'est une pure merveille. Je l'avais vue, j'avais été invitée au défilé. Et voilà, et quelques mois après, j'allais pour la première fois aux Oscars, j'accompagnais aux Oscars, et c'était
tellement chic et tellement un plaisir d'arriver en tant que Française sur ce tapis rouge des Oscars avec une robe dessinée par Karl pour Chanel et d'être absolument coiffée simplement. J'avais un chignon en arrière, il y avait très peu, j'avais pas de bijoux, j'avais peut-être une broche dans les cheveux et c'est pas du tout la sensation d'avoir l'impression de se démarquer ou d'être plus vue que les autres, mais en tout cas, dans les tenues haute couture Chanel, il y a quelque chose de waouh, vous voyez ce que je veux dire, dans le waouh, mais en même temps qui n'est jamais trop, qui n'est jamais... c'est très épuré en même temps. C'est très épuré, il n'y a pas des kilomètres de tissu, il n'y a pas des envergures de tissu, des traînes et tout, mais en revanche, on arrive et c'est waouh, immédiatement, parce que c'est ça en fait, la haute couture, il y a... Bon, déjà, c'est fait sur vous. C'est vraiment fait pour vous, à vos mesures. Donc, ça tombe... Au millimètre, on dit que c'est une seconde peau. Exactement. Ça tombe parfaitement. On l'enfile comme quelque chose de précieux. C'est une œuvre d'art. On enfile une œuvre d'art. Il s'est passé des milliers d'heures à la main par plusieurs personnes parce que il y a le tissu et après il y a les broderies, après il y a les choses qu'on rajoute dessus. Et ce sont des œuvres d'art comme on peut regarder un tableau, et on dit, alors évidemment ça dépend des robes, mais on dit que les couturières peuvent passer 2 à 3 mois sur la fabrication d'une robe. Donc évidemment quand on l'enfile, on se sent responsable, on a peur de l'abîmer. Et puis petit à petit justement, comme c'est une seconde peau, que ça tombe parfaitement sur vous, ça bouge parfaitement sur vous. Au bout d'un certain temps, on commence à se sentir à l'aise et on peut totalement passer une soirée. Vous le sentez, ça, que c'est... Enfin, est-ce qu'on le sent? Quelque chose qui a été fait spécifiquement sur soi, sculpté sur son corps? Bien sûr, bien sûr. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue, dans notre atelier haute couture. Merci de m'accueillir. C'est toujours émouvant et impressionnant. Ben, pour nous, c'est un plaisir. Donc là, je vous montre une jolie robe en dentelle. Que j'ai portée l'autre nuit. Voilà. Donc, plus précisément, elle a été travaillée avec 3 dentelles différentes. Et ce que Virginie aimait, c'était la transparence. Oui. Donc, pour qu'elle soit vraiment transparente, donc on a travaillé avec un tulle qu'on a essayé de rapprocher au mieux de votre couleur de peau. Oui. Là, vous voyez, on a mis des attachées transparentes, justement, pour pas qu'on les voit à travers. Et donc, c'est une petite dentelle avec de l'encre qui est gaufrée. Et donc, nous, on arrive et on assemble toutes les couches avec, bien sûr, en essayant de faire les coutures les plus transparentes possibles. Donc après, on va faire des petites finitions toutes fines pour, justement... vous voyez, c'est piqué sur le tulle. Là, on voit que c'est piqué et que c'est rabattu en dessous. On voit à peine les coutures. Elle est merveilleuse parce que autant elle est... Je sais pas, elle est évidemment très féminine, elle est très Chanel et elle est fun à porter. Pour cette collection, j'ai eu la chance de voir plusieurs modèles avant le jour J, avant la collection, puisque j'ai fait quelques photos pour présenter la collection, et que donc j'ai eu la chance de me retrouver dans le studio de Virginie avec son équipe et les premières d'atelier. Et ça, je trouve c'est un des moments que je préfère, et je pense que c'est aussi très spécial pour les premières d'atelier parce que les couturières, parce qu'elles ont travaillé pendant des mois à fabriquer ces robes, et tout d'un coup, elles ont un premier modèle sur lequel le voir et l'ajuster, et c'est la précision, elles sont méticuleuses, elles sont précautionneuses, on fait attention pour les enfiler. Puis là comme c'était la première fois, je pense, elles étaient toutes là, elles étaient au moins 4. Ils ont les yeux remplis d'étoiles, de voir leur tenue être portée, mais même les tenues de leurs collègues. Oui. Et elles se font des commentaires, elles se complimentent.
je sais pas, c'est assez merveilleux. Virginie, on se connaît depuis longtemps. Ah oui? Et je la connais depuis le premier jour où j'ai commencé à travailler avec la Maison Chanel. Donc moi, je suis allée dans l'atelier quelques jours avant le défilé. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc je suis arrivée, on se serre dans les bras, on est content de se voir. Et puis hop, on va essayer les tenues. Puis après, moi, en fait, comme il y a plusieurs tenues, moi, j'ai envie de lui faire plaisir, évidemment, et de lui dire, vas-y, moi, je suis ta poupée, choisis les tenues que tu préfères. Et elle me dit la même chose. Elle me dit, ah non, moi, je veux que toi, tu sois allée, c'est toi qui choisis. Donc, à la fin, on veut tous se faire plaisir. Et ça vous plaît, vous aussi, ça d'entrer dans l'univers de l'autre? Complètement. Ouais. C'est un plaisir aussi d'interprète. Je suis actrice et c'est ce qu'on doit faire en tant qu'actrice, c'est qu'on doit rentrer dans le monde et la vision d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, de faire ce qu'on sait faire, de chercher à mieux faire, mais surtout de pouvoir rendre honneur à la vision d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Exactement. Et en fait, ça nourrit votre propre monde. Si vous restez tout le temps dans votre monde, on n'apprend rien, on n'évolue jamais. C'est un plaisir, en fait. Vous parliez du studio, de Virginie Viard, de toutes ces premières d'ateliers. Il y a beaucoup de femmes. C'est un univers très féminin. Est-ce que vous le sentez? Alors évidemment, Karl Lagerfeld, il a toujours dessiné pour des femmes, mais le fait que Virginie Viard soit une femme, est-ce que vous le sentez dans ses créations Absolument, bien sûr que je le sens dans ses créations, parce que Virginie, c'est une femme très féminine, une femme très proche des autres femmes. Voilà, on se retrouve toujours avant, après les défilés. On passe notre temps à parler, à rigoler, à échanger. Virginie, c'est quelqu'un qui adore la musique. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mouvement. Exactement, le mouvement. Et qui inclut beaucoup ça, justement, dans ses collections. Et puis, j'ai l'impression qu'elle nous comprend. Toutes, et que justement c'est pour ça que de multiples générations peuvent se retrouver dans ces collections. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que elle a ses créations, ses visions, mais elle a tellement envie qu'on se sente bien, qu'on se sente nous-mêmes et qu'on s'amuse dans les tenues et qu'on puisse justement évoluer, danser, bouger. Moi, j'ai porté carrément des tenues haute couture sur scène pendant les concerts. Ouais, je regardais ça justement. Oui, et c'est merveilleux que tout d'un coup, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de quand on enfile une tenue haute couture, on est un petit peu impressionné, c'est tellement précieux, on a peur de l'abîmer, puis au bout de quelques heures, cette seconde peau vraiment est tout à fait à vous et on peut évoluer. Et moi, effectivement, je me suis retrouvée à chanter, à danser, à sauter sur scène de partout et puis ce sont des tenues qui prennent tellement bien la lumière. Oui, c'est ça, j'allais vous dire, c'est très cinématographique, très cinégénique. Vos mouvements, en plus, sont soulignés, justement, par ces points de lumière qui peut y avoir sur les tenues. Pour le défilé là, du 4 juillet 2023, Virginie Viard, elle s'est inspirée de Paris, des quais de Seine, de cette idée d'une Parisienne ou d'une femme française qui flâne, un peu peut-être comme dans un film de la Nouvelle Vague, en fait. Il y a cet imaginaire avec les bouquinistes. Et vous tenez une place particulière dans ce défilé, dans cette histoire. Vous avez tourné un film avec Karim Sadli. Oui. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, j'ai eu la chance de faire les premières photos, en fait, pour présenter quelques tenues. On a fait des photos et réalisé et tourné ce petit film avec Karim Sadli de nuit parce que c'était Paris de nuit. Donc on a travaillé pendant la nuit, c'était tellement merveilleux d'être dans Paris entre 1h et 5h du matin, sans embouteillage, sans personne. On a été sur le pont Alexandre III et puis après on était à l'île Saint-Louis sur les quais. On a même évidemment fini en retard, donc on a vu le jour se lever. C'était merveilleux parce que, voilà quoi, Paris, on a beau être... Moi, je suis pas parisienne, mais je suis devenue parisienne depuis l'âge de 16 ans, donc je me sens un petit peu parisienne maintenant. Vous êtes née pas très loin quand même. Je suis née pas loin. Je suis née pas loin, mais c'est pas pareil que de... Oui, c'est vraiment un autre monde que d'être née d'être de Paris. Et vous disiez tout à l'heure la nouvelle vague... Les années 60s, la nouvelle vague, ça représente énormément Virginie, je pense. Dans ses goûts musicaux, dans ses goûts vestimentaires, tout ce qu'il y a de jupes, de petites jupes, de bottines, et de
la femme ou de la jeune femme qui peut gambader dans Paris et justement près des bouquinistes. Ça a beaucoup participé aussi dans le monde entier à l'image de la Parisienne, même si d'ailleurs c'était pas forcément des femmes françaises. Je pense à Jean Sebag, je pense à toutes ces femmes qu'on a vues marcher comme ça dans Paris, enfin sublime, Anna Karina, enfin plein comme ça. Et d'ailleurs, Romy Schneider. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est aussi ça la Parisienne. Enfin, c'est toutes ces femmes qui Oui, effectivement, la Parisienne n'est pas forcément née à Paris, mais si elle y passe du temps et si justement elle marche dans les rues et elle vit un petit peu une vie de terrasse de café, de bouquiniste, de flâner dans Paris, de vivre la merveille qu'est cette ville. Et si en plus elle est joliment habillée, je sais pas, on a un peu l'impression d'être dans un film. Ouais. Et ça fait rêver. Je regardais une interview de Jean-Paul Goude de 91, l'époque où vous aviez fait le film Coco avec lui, celui où vous étiez vous interprétiez un oiseau, film très connu, et il disait de vous donc que vous étiez à cette époque l'incarnation de la Parisienne. J'imagine que oui, je sais pas. Peut-être aussi parce que j'ai commencé à être chanteuse quand j'avais 14 ans, que j'ai commencé à faire du cinéma quand j'en avais 16 ou 17, et que j'ai enregistré après un album en anglais à New York. Donc avec Lenny Kravitz. Voilà, donc j'ai évolué aux États-Unis, que mes chansons ont eu du succès aussi de l'autre côté, au Japon, tout ça. Donc peut-être c'est aussi pour ça. Je représente une Française, une Française, et donc tout de suite Paris. Mais c'est peut-être aussi parce que quand on parle de la Parisienne, souvent on me dit qu'est-ce que c'est pour vous la Parisienne? Pour moi, c'est une femme active, une femme chic, une femme cool. Et je pense que la Parisienne, elle est très ça. Chanel, haute couture. Je lisais que collégienne, vous étiez assez peu intéressée par l'école et que vous aviez inscrit dans profession comédienne. Je me rappelle pas du tout de ça. Je me rappelle pas de ça. Non, je m'intéressais pas à l'école. Je crois que ce qui m'intéressait comme tout le monde le plus à l'école, c'était la vie sociale, évidemment. C'était les copains, les copines. Et puis il y a quand même quelques professeurs qui m'ont passionnée, qui m'ont plu beaucoup. Ouais. Mais moi, depuis toute petite, c'est les comédies musicales. C'est Chantons sous la pluie. Mon premier crush de cinéma, c'est Gene Kelly, quoi. Vraiment, je trouve sexy à souhait. Puis le mec est juste tellement talentueux. Voilà. Les comédies musicales et Marilyn Monroe, quoi. Pour la féminité, je pense que inconsciemment, j'ai appris beaucoup à je sais pas, évoluer, à marcher, en la regardant, quoi. Et tout ça, c'était très très jeune. J'avais 6 ans, quoi, 5-6 ans. Et donc, oui, tout ce qui me faisait rêver, c'était la musique, la danse, le cinéma. Mais j'ai très vite travaillé. J'ai pas vraiment eu le temps de me demander ce que d'en rêver. Si quand même. J'en ai rêvé. Chez moi, je passais mon temps à me déguiser, à me maquiller, à faire des spectacles, moi même je prenais des cours de danse 2 fois par semaine. Je vivais pour le spectacle de fin d'année. Il y avait une manière de s'exprimer sans justement devoir choisir des mots. Et c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi, de s'exprimer par le corps. D'ailleurs, c'est important chez vous. Une passion pour les danseurs et pour le travail qu'ils doivent apporter à leur art. Sont comme les athlètes, comme les sportifs. Vous chantiez tout le temps, vous dansiez tout le temps, vous parliez de l'expression. Est-ce que chez vous, vous avez l'impression, si vous regardez aujourd'hui, la petite fille et la jeune adolescente que vous étiez, est-ce que ce qui était le plus important, c'était de s'exprimer comme ça, ou il y avait une envie d'être regardée? C'était quoi? Je crois pas qu'il y avait une envie je pense que c'était plutôt de s'exprimer et de s'amuser. Et que je ne pouvais pas, comment dire, que je ne connaissais pas ce mot, adrénaline. Mais cette montée d'adrénaline, c'est-à-dire le trac d'avoir peur, mais d'avoir envie. On n'a pas peur au point d'avoir envie de se cacher, de se rendre malade. Moi, le trac que j'ai toujours eu et que j'ai encore aujourd'hui, c'est un trac d'envie, et on ne sait pas si on est capable d'aller faire ce qu'on va faire, mais il y a quelque chose
c'est somptueux, c'est vraiment se sentir en vie. Et bon, je pense que j'avais pas besoin d'être regardée parce que j'ai été élevée dans une maison du bonheur des parents, les meilleurs parents du monde. Qui vous ont regardé. Ils m'ont beaucoup regardé, beaucoup écouté, et ils m'ont emmené partout avec eux. Donc donc je pense pas que c'était ça. Et puis il y a aussi, il y a une notion de troupe en fait. On fait pas ça tout seul. Il y a une notion d'équipe, et ce qui revient énormément à une maison d'haute couture ou un tournage de film ou d'aller faire des concerts, c'est que tout ça n'est pas possible sans être une équipe soudée, une troupe. Oui. Vous parliez, oui, effectivement, de l'importance du collectif qui est dans la création, dans la mode, dans la haute couture. Là, on parle de sur-mesure, de pour soi. J'ai l'impression que dans votre parcours, c'est quelque chose qui a été très important. C'est-à-dire qu'on a beaucoup écrit pour vous. Votre histoire, on la connaît, elle commence par la chanson, Joe le taxi, succès immédiat. C'est déjà du sur-mesure. Rod Agile, il l'écrit pour vous. Fallait vous rencontrer. Bon, enfin, on pense à vous. Et Franck Langolf a fait la musique. Exactement. Et après, bon, il y a Serge Gainsbourg qui arrive, et qui dit, moi, je veux écrire. Toutes les paroles. Justement, je crois que même il y a des moments où vous le repreniez, où vous lui disiez, bon Serge, termine pas cette phrase en anglais, donne-toi un peu de mal. Comment ça se passait? Racontez-moi un peu. J'étais tellement heureuse de faire ce disque avec Serge Gainsbourg, qui a écrit les paroles, et c'est encore Franck Langolf qui a fait la musique de cet album. Donc je savais que c'était une chance. J'ai grandi avec sa musique. Mon père on était fou, donc je connaissais ça par cœur. Et il se trouve que Serge Gainsbourg, si talentueux, si unique, parfois pouvait, je sais pas si c'est par flemme, manque d'inspiration, ou j'en sais rien, ou peut-être parce qu'il faisait beaucoup de choses, mais il y a eu quelques chansons où peut-être il me donnait des formules qu'il avait déjà utilisées dans des chansons très connues, ou alors des phrases où tout d'un coup il mettait vraiment beaucoup de phrases en anglais ou quoi, et où moi j'avais envie du meilleur de lui-même. Donc sans le brusquer, d'ailleurs il l'a très bien pris, et même on s'est justement de lui dire là tu pourrais pas, et ça se fait souvent de toute façon avec les auteurs, des phrases qui rentrent pas dans les pieds de la musique, ou des mots qui sonnent pas assez bien à chanter. On revoit ça, et donc j'ai fait ça avec Serge, même si j'étais très jeune, et je me rappelle, il m'a donné rendez-vous chez lui rue de Verneuil. On a bu du jus de cerise, et et puis il corrigeait certaines phrases devant moi, et puis il était tellement gentil, tellement délicat avec moi, tellement doux, et qui me demandait, il me dit, est-ce que tu vois ça te va? Donc je chantais la phrase comme ça devant lui, et c'est comme ça qu'on a amélioré des textes, et je pense qu'il en était content. Vaut mieux avoir des sublimes textes lui que des choses, voilà. Mais effectivement, sur un album, il y a une douzaine de chansons. C'est laquelle que vous préférez dans cet album? Ouais. C'est difficile, mais il y a Tandem qui est emblématique de cet album. Qui reste, Oui, et puis il y a ce clip de Jean-Baptiste Mondino qui marque incroyable. Aussi le début de ma collaboration avec Jean-Baptiste, que j'aime tellement profondément, et qui a fait beaucoup pour de passer de mon image de petite fille à la jeune femme. Et puis, alors, sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Vague à l'âme, qui est un texte que Serge a écrit beaucoup, en fait, sur ses émotions à lui, de nuit, de comme on peut tout savoir, de blues, de vague à l'âme, quoi. Et je trouve ce texte somptueux. Est-ce que pour vous, à cette époque, justement, être adoubé par des gens comme Gainsbourg, vous parliez de Mondino, Rod Agile, Franck Langolf, enfin tous ces gens qui étaient des gens hyper talentueux, à cette époque où vous viviez quand même parallèlement une relation assez complexe et tendue avec la société, qui était dure avec vous, en fait, est-ce que ça vous a beaucoup aidé? Énormément. Ouais. Bien sûr. De passer mon temps avec des gens si merveilleux, si bienveillants, si humains, vraiment, en fait, des artistes incroyables, mais profondément des êtres humains tellement bons et tellement... En fait, c'est incroyable de passer du temps avec des gens si cultivés, si brillants, si intelligents et si gentils, et qui vous transmettent volontiers, qui vous parlent, qui vous regardent, qui vous trouvent intéressante,
qui vous donne de la valeur, quoi. Bien sûr, ça a fait énormément pour l'estime de moi-même, pour toujours, hein, pour n'importe quel âge, mais spécialement quand on est à l'adolescence, qui est fragile. Bonjour mesdames. Bonjour Christine. Bonjour Vanessa. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors on est venu voir votre travail, le travail de votre équipe. Et vous nous parliez, vous nous expliquiez le tweed. Oui, c'est un travail que nous réalisons seulement à la haute couture. C'est-à-dire que l'entoilage, c'est la fondation du vêtement, l'intérieur. Et d'aplomb, c'est-à-dire parallèle au sol ou perpendiculaire au sol. Mais le tweed, on l'a travaillé, c'est-à-dire on l'a bougé, on l'a basculé pour que les raccords horizontaux et verticaux soient vraiment comme si c'était justement un seul morceau de tissu. C'est la particularité de Chanel en haute couture. Ça, c'est une tenue que j'ai portée l'autre soir. Il y a un pantalon qui va avec. C'était magique, j'avais l'impression d'être une actrice dans un film, quoi. Vous étiez bien dedans? J'étais tellement bien dedans. Bah oui, parce que à l'intérieur, il y a du, je sais pas, c'était très léger. doux. C'est léger, l'entoilage et c'est un peu du satin de soie. Ouais, oui, la doublure, ça c'est la doublure, tout à fait. La doublure, ça c'est assez dingue sur la peau. Bah, vous êtes des vrais artistes et des sacrés travailleuses et sacrés artisanes, on dit. Oui, merci beaucoup. Ouais, vraiment, bravo. Merci. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous aviez quelque chose de singulier, que votre voix, par exemple, elle a été assez unique? C'est par les autres. Ouais. C'est par les autres. Bien sûr qu'au début de ma carrière, quand je réussissais une bonne prise de chanson, bien sûr que Franck, Langolf, Frodagile, bien sûr qu'ils m'ont félicité. Genre, ouais, c'est bien ou quoi. Mais c'est quand on a commencé à me dire, j'ai entendu le terme j'ose pas le dire, ça fait tellement prétentieux. Mais on m'a dit grande chanteuse. Mais je dirais bonne chanteuse. Et alors il y a des gens qui ont fait des compliments, je sais pas, un des premiers, en tout cas extérieur à mon monde, un des premiers c'est Michel Berger. C'est un des premiers qui a dit non seulement qu'il aimait ce que je faisais, mais que j'irais loin. Et puis donc voilà, donc il y a des gens comme ça, il y a Étienne Dao. Avec qui vous venez de chanter un titre. Voilà, mais quelqu'un pour qui j'ai tant d'admiration et qui vraiment à un très jeune âge était je sais pas, son regard brillant, ses yeux dans les miens m'ont tellement réchauffé, et puis que quelqu'un comme lui m'apprécie, c'était énorme. Et puis après Mathieu Chédid, qui est mon ami depuis plus de 20 ans, peut-être 25 ans même. Et on a beaucoup travaillé ensemble, et puis plus particulièrement parce qu'on a travaillé ensemble sur mon 4e album, mais on a vraiment fait sur mon 5e. Là, c'est lui qui était vraiment en charge de l'album en entier, et où là, il a pu dire des choses, des termes comme ce que je vous ai dit juste avant, et c'était énorme, quoi. D'un coup, je me disais que j'avais une valeur. Bien sûr, je suis pas une chanteuse, je suis pas une chanteuse à voix, comme on dit. Alors, j'ai ma voix. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui a une voix puissante, mais bien qu'elle peut devenir un petit peu plus puissante quand je suis entraînée, comme les sportifs. Une grande chanteuse ou une bonne chanteuse, bien chantée, c'est quoi pour vous? C'est que ça vous l'écoutez, ça vous procure des émotions. C'est-à-dire, pour moi, les grandes chanteuses, il y en a beaucoup, je suis folle des chanteuses. Vous aimez qui, vous? Moi, j'aime, comme tout le monde, Billie Holiday, Dinah Washington, Aretha Franklin, mais Shadé, aujourd'hui, voilà. Shadé, c'est l'émotion que ça me procure. Shadé, elle a une voix qui est entre la voix humaine et entre ce qu'un cuivre, un saxophone ou quoi peut vous faire.
Et voilà, une voix peut vous faire vraiment un effet physique. On peut le sentir, évidemment. Il y a toujours cette notion de chair de poule. Mais moi, il y a des voix qui carrément me rentrent dans les os. Je le sens dans la colonne vertébrale. Moi, c'est ça que me faisaient les comédies musicales et que ça me fait toujours cet effet-là. Je regarde, et parce qu'il y a les couleurs, la technicolor, la danse, la prouesse, et la musique, et les 40 violons qui vont avec. C'est quelque chose de physique. Et évidemment, ça monte au cerveau. Et c'est en fait, moi, la musique et les voix m'emplissent totalement, de la tête aux pieds. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup pour la santé mentale et physique. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, de vous-même, en écrivant vos propres chansons? Parce que vous écrivez des chansons aussi, vous. Oui. J'ai découvère que j'avais beaucoup de mal à écrire des chansons. C'est long, c'est comment? C'est laborieux, c'est douloureux, mais ça m'éclate. Ça me passionne, c'est dur, mais je vais y arriver. Et puis, c'est dans l'état d'esprit de comme quand on aide à fabriquer sa maison, comme quand on aide à faire un dîner, c'est de faire et de pouvoir présenter et offrir. C'est pas tellement pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est transmettre, et il y a une satisfaction que de je sais pas, c'est comme un exploit. C'est comme, j'ai jamais gravi une montagne, mais j'imagine que quand on fait de l'escalade comme ça, c'est dur, ça fait peur, c'est éprouvant, mais quand on arrive tout là-haut, qu'est-ce qu'on est heureux. C'est inexplicable. Je sais pas si on peut mettre des mots dessus. Et puis en plus aussi, j'ai été tellement bien servie sur vraiment un plateau d'argent toute ma vie par les artistes qui m'ont offert des rôles, des chansons. J'ai envie de participer, quoi. Ça marche comment pour vous? Ça naît comment chez vous? Une chanson, ça naît de quoi? Ça naît par la musique. Ça naît... D'abord la musique. Ouais, d'abord la musique. Ça naît par... je joue très mal de la guitare et du piano, mais suffisamment pour écrire des chansons. Donc, j'en attrape un ou un autre. Et puis, je commence à chercher des accords qui me plaisent, une suite d'accords qui me plaisent. Et puis, par-dessus, je fais une mélodie. Et puis, très, très loin après, j'essaie d'écrire le texte. Et quand j'arrive pas, je demande à quelqu'un de le faire. Vous les cherchez longtemps, vos chansons? Ouais, très longtemps. Ça peut s'étaler sur du temps, vraiment? Ouais, vraiment, très longtemps. Il y a même, des bouts de chansons qui sont pas terminés, que je laisse de côté dans un dictaphone et que je récupère quelques années après, que je termine, ou, voilà, quoi. Il y en a eu très, très peu. Il y en a une fois de temps en temps, mais mes collègues disent la même chose. De temps en temps, il y a une chanson qui arrive en un quart d'heure. C'est fou. Pas le texte, pas pour moi. Sinon, c'est plutôt du temps long, quoi. Ah non, sinon c'est long. Et c'est des bouts que vous continuez à améliorer, sans cesse. Quand on parle de temps long, alors oui, évidemment, c'est celui de la haute couture. C'est aussi celui de votre relation avec Chanel, qui est très très longue, de votre relation avec le public. Enfin, vous êtes une personne de temps long quand même. Enfin, qu'est-ce qui vous a appris le temps dans votre vie? Le temps, c'est plein de choses contradictoires. On pense qu'on n'en a jamais assez, mais le temps aussi, il fait grandir les choses, il fait grandir l'amour, l'amitié, les liens entre les gens qu'on aime, et même avec les gens qu'on connaît pas. Par exemple, d'être une chanteuse ou une actrice, mais peut-être encore plus avec la musique. Avec la musique, on accompagne la vie des gens. Et la musique, il y a des chansons qu'on n'aime pas forcément, mais comme elles ont traversé vos vies, qu'elles ont accompagné des moments importants de vos vies, elles deviennent des Madeleines de Proust, elles deviennent des repères. Tout à fait émotionnelles, oui. Et totalement émotionnelles. Et quand on est quelqu'un de public, le temps fait beaucoup à la tendresse que les autres peuvent avoir à votre sujet. Mais c'est peut-être aussi parce que j'ai été très privilégiée et que j'ai eu le succès tout de suite. J'ai commencé avec le succès, et que de 14 à 25 ans, je n'ai pas arrêté de travailler dans la musique et dans le cinéma et dans la mode. Et qu'à 25 ans, 25-26, je suis devenue maman, et que ça a tellement fait décoller mon cœur, plus que jamais, plus qu'il ne décollera jamais. Il n'y a pas plus grand amour mais c'est aussi parce que j'avais la chance
d'avoir travaillé et d'avoir été reconnue que, effectivement, très jeune, à 25 ans, j'ai pu... Ça vous a donné de la liberté? Beaucoup de liberté. C'est un grand privilège, en fait. Et de vouloir ne rien louper de la vie et de l'éducation de mes enfants, quoi. Il y avait... Là, pour le coup, mon métier est devenu secondaire. Alors, si on dit que la haute couture, c'est le luxe ultime, vous vous êtes offert quel luxe dans votre vie? La liberté des choix. C'est un grand privilège que d'être libre, déjà, avant toute chose. Et être libre, c'est avoir le choix de tout, en fait, du métier qu'on choisit, de comment on le fait, avec qui on le fait, dans la vie, dans la rue, de porter ce qu'on veut porter, d'essayer de pas avoir peur. Voilà quoi, la liberté, c'est d'avoir le choix. Merci Vanessa Paradis. Merci à vous.